décembre est désormais terminé, cela signifie qu'il est l'heure de notre book haul du mois de décembre 2015. Une fois encore, j'ai pas été très raisonnable dans le sens où fin novembre c'était mon anniversaire, décembre évidemment c'était Noël, et j'ai aussi fait quelques achats par moi-même, donc j'ai un sacré paquet de bouquins à vous présenter. Donc je vous recommande de vous installer bien confortablement parce que même si je vais essayer d'être la plus rapide possible, j'ai quand même une quinzaine de livres à vous présenter. Pour commencer, il s'agit de Under the Never Sky par Veronica Rossi. Il s'agit d'un roman plus ou moins post-apocalyptique puisque la plupart des gens vivent sous d'espèces d'énormes capsules leur permettant de respirer un air potable et de vivre très confortablement. La plupart des gens se plongent dans une espèce de réalité virtuelle pour passer de meilleures journées et vivre leur existence. Nous, on va suivre le parcours d'Aria qui du jour au lendemain va être expulsée de cette zone préservée pour un crime qu'elle n'a visiblement pas commis. Aria va donc devoir vivre à l'air libre, un air qui est apparemment meurtrier puisque si on le respire, on a de fortes chances de mourir. Si ce n'est pas l'air qui vous tue, ce sera les fameux cyclones qui parcourent la Terre, ou bien de sympathiques personnes qui ont décidé que le cannibalisme était un régime alimentaire bien plus sympathique que les autres. Aria va donc essayer de survivre, elle va faire la rencontre de Perry qui est apparemment un chasseur et elle va s'allier avec lui pour sa survie. J'en sais pas davantage sur ce bouquin, il est sorti il y a un petit paquet de temps, en 2012 il me semble pour le premier. C'est une trilogie si je me trompe pas. J'en ai pas tant entendu parler que ça sur les chaînes françaises ou américaines, en tout cas à l'époque je devais pas être très attentive à Booktube. Mais le concept me semblait intéressant, j'aime bien le côté tension qui peut éventuellement se glisser dans l'histoire puisque on a affaire à des héros qui vont être forcés de survivre dans un monde plutôt pas hospitalier. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Si jamais il vous intéresse, je sais qu'il a été traduit en français sous le nom de Never Sky. J'ai en tout cas vu le premier tome sur le site de la FNAC. Voilà, j'ai assez hâte de le lire puisque ça fait un petit moment qu'il était sur ma wishlist et je suis très contente qu'on me l'ait offert. The Murder Complex par Lindsay Cummings est le livre suivant. Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est le concept du bouquin qui est que le taux de natalité est bien inférieur au taux de mortalité. On se retrouve dans un monde qui est régi par une organisation qui s'appelle Murder Complex et qui apparemment entraîne des assassins pour tuer monsieur et madame tout le monde ou bien des personnes importantes quand besoin en est. Nous on va suivre le parcours de Meadow qui a 15 ans et qui a été élevé par son père selon des principes survivalistes. Il lui a appris à se battre, à se défendre et il lui a appris à survivre dans des milieux qui ne sont plutôt pas hospitaliers. Meadow vit en Floride qui est un état régi par l'organisation Murder Complex et elle va un jour faire la rencontre de Zafir, un jeune homme qui fait apparemment partie de cette organisation. On ne sait pas si la rencontre est totalement fortuite ou bien si elle est organisée et que les fesses de Meadow sont plus ou moins en danger. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, j'en ai pas tellement entendu parler sur les chaînes françaises ou américaines, plus américaines évidemment, puisque le bouquin n'a pas été traduit en français, en tout cas j'ai rien vu y correspondant sur les différents sites que j'ai consultés. On verra ce que ça donne, comme toujours je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. On m'a ensuite offert Mystic City par Theo Lorenz. De ce que j'ai compris, on est plus ou moins dans une réinterprétation de Roméo et Juliette, dans le sens où on a deux familles rivales, dont les héritiers sont apparemment tombés amoureux. Le seul souci, c'est que notre héroïne a complètement perdu la mémoire et qu'elle a complètement oublié avoir noué un engagement avec le fils des ennemis de ses parents. J'en sais pas davantage sur l'histoire, je vais essayer de pas trop en savoir non plus, j'en ai surtout entendu parler sur les chaînes françaises puisqu'il a été traduit en français. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai entendu des avis assez mitigés, il y en a qui ont beaucoup aimé et d'autres qui ont été très déçus. Donc je vais essayer de pas avoir des attentes trop hautes pour ce livre, je vais me laisser surprendre par le concept et par l'histoire et on verra bien ce que ça va donner. Le livre suivant, j'ai choisi parce que son concept me faisait vraiment beaucoup rire. Il s'agit de Marie-Antoinette, serial killer. Franchement, une reine de France serial killeuse, moi je trouvais ça rigolo. En plus, la couverture était assez rigolote, les petites accroches, et la quatrième de couverture qui est un sacré clin d'œil à nos phrases historiques. Pour l'histoire, on va suivre le parcours de Colette qui, malgré ce que peut laisser penser son nom, n'est pas du tout française, mais va se rendre à Paris au cours d'un voyage scolaire. Colette en est très contente, dans le sens où apparemment elle a des origines françaises, et elle est très contente de découvrir le pays de ses origines. Seulement tout va pas se passer comme prévu, puisque la ville va être ravagée par apparemment un tueur en série, et Colette va souvent apercevoir un espèce de fantôme correspondant à l'image qu'elle a toujours vue de Marie-Antoinette. Une dame en robe d'apparat, avec une perruque et le teint très fardé. Je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre en soi, mais le concept me fait vraiment rire. Je pense que c'est un bouquin où faut pas trop se prendre la tête. C'est plutôt un divertissement qui va jouer avec les clichés parisiens et français. Je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai toujours adoré Marie-Antoinette, alors j'ai hâte de voir ce que l'auteur en a fait dans ce livre. Le livre suivant tient aussi du thriller puisqu'il s'agit de Nerligon de El Cosimano. Dans cette histoire, on va suivre Nerli, oui Nerli, c'est étrange comme nom mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est apparemment fascinée par les espèces de petites publicités ou de petites annonces qu'on peut trouver dans les journaux. Nerli, elle est plutôt pas populaire dans son lycée puisqu'elle n'est pas très riche, elle vit dans un mobil-home à la lisière de la ville et les gens ont plutôt tendance à s'en prendre à elle. Elle s'est réfugiée dans son petit monde et ses petites addictions aux petites annonces, sauf que dans cette histoire aussi, un serial killer va sévir et va s'en prendre à pas mal de jeunes filles. Et Nerli, étant très attentive aux petites annonces, va se rendre compte que le tueur en série laisse des indices dans ces fameuses petites annonces. D'après le résumé, on suppose que Nerli ne sait pas si elle va devoir en parler à la police, si elle va essayer de résoudre l'énigme elle-même, ou bien si elle va être la prochaine cible de ce fameux tueur en série.
Le concept m'intéressait assez, moi j'aime beaucoup les thrillers, donc là je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner dans un bouquin jeune adulte, puisque c'est plutôt assez rare. Les histoires des romans jeunes adultes tournent souvent autour de mondes soit post-apocalyptiques, de dystopie, de romance, de mondes très fantastiques ou fantasy. On a très peu de thrillers et moi j'aime bien en lire, donc j'ai hâte de voir ce que va donner celui-ci. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ce roman ait été traduit en français, j'en ai aussi très peu entendu parler sur des chaînes françaises et beaucoup plus sur des chaînes anglophones. Le livre suivant a l'air de tenir à la fois du fantastique et du thriller. Il s'agit de Unremembered de Jessica Brody. Le concept de ce roman, c'est qu'un crash d'avion a eu lieu et qu'il n'y a eu aucun survivant, sauf une personne, Serafina, qui a tout oublié de sa propre existence et que personne ne semble connaître non plus, sauf un garçon qui clame être son ancien petit ami et qui dit la connaître très très bien. Serafina ne connaît pas du tout cette personne puisqu'elle a complètement oublié son passé, elle ne connaît pas sa propre existence et elle se retrouve apparemment dotée de certains dons qu'elle n'avait peut-être pas avant, ça on n'en sait rien, mais c'est en tout cas ce qui lui arrive. Comme souvent, j'ai plutôt entendu parler de ce bouquin sur des chaînes anglophones, puisque encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il était traduit en français. Cela dit, le concept m'intéressait vraiment pas mal. J'aime bien quand les héroïnes ont complètement oublié leur passé, puisqu'en général, ça fait forcément ressurgir pas mal de tensions, pas mal de suspense, pas mal de surprises, et on est dans cet état permanent d'attente où on attend de voir ce qui va se passer, quel nouvel événement va nous être révélé. Je pense que ça m'aidera pas à être plus sereine face à l'avion puisque j'en ai peur, mais bon, je suis assez curieuse de voir ce que va donner cette histoire. Ça fait un petit moment que j'en ai entendu parler, et j'ai très hâte de le lire. C'est ensuite un livre dont j'ai pas mal entendu parler, que ce soit sur les chaînes françaises ou américaines cette fois-ci. Il s'agit de The Young Elites de Marie-Lou. J'ai l'impression que le livre se déroule dans un monde qui semble ressembler au nôtre, en tout cas d'après le résumé, sauf qu'une décennie précédant l'histoire, une espèce d'énorme maladie a ravagé la Terre. Pas mal des personnes infectées ont succombé à cette maladie, tandis qu'une partie des survivants semble avoir échappé de cette terrible maladie avec quelques dons particuliers. On va nous présenter Adelina qui, elle, est une survivante de cette maladie qui, suite à cette maladie, a apparemment aussi changé physiquement. Ses cheveux ont changé de couleur, elle a une cicatrice qui est devenue plus ou moins argentée, et d'autres traits physiques qui ont aussi changé. Bien qu'ayant eu la chance de survivre à cette terrible maladie, son père semble lui en vouloir puisqu'il la considère désormais comme un être maléfique qui se tient en travers de la chance de cette famille. Je ne sais pas s'il va chercher à s'en débarrasser, mais Adelina n'est plutôt pas la bienvenue dans sa propre famille. Elle n'est apparemment pas la seule à vivre ce type de quotidien, puisqu'elle n'est pas la seule à avoir survécu, et que la plupart des survivants sont comme elle dotés de traits physiques et apparemment dons surnaturels très spéciaux. Les fameux survivants de cette maladie ayant développé ces dons sont nommés The Young Elites assez officieusement, et je suppose qu'ils vont forcément se rencontrer dans ce bouquin. Je n'en sais pas davantage parce que comme souvent j'ai pas trop envie de me spoiler avec le résumé parce que j'aime toujours être surprise par le contenu de l'histoire. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner puisque j'en ai entendu pas mal de bons avis sur les chaînes anglophones principalement. J'ai toujours pas lu Legend de Marie-Lou, il va falloir que je m'y mette, mais là encore il y a de très bons avis que ce soit en France ou aux États-Unis, donc a priori je devrais pas être déçue par les bouquins de cet auteur. Ce livre-ci, je me le suis offert après avoir été séduite par son résumé. Il s'agit de The Vault of Dreamers de Carac O'Brien. Le concept de ce bouquin, c'est que la vie de plusieurs étudiants est télévisée et retransmise dans le pays. Nous, on va suivre une étudiante qui a toujours rêvé d'être réalisatrice de films et qui vit dans cette fameuse école d'art qui est apparemment très réputée et dont le quotidien est télévisé. Elle a plutôt de la chance puisque c'est apparemment une très belle opportunité de travailler dans cette école et de faire ses études. Sauf qu'un soir, elle va oublier de prendre la fameuse pilule de somnifère que tous les élèves sont supposés prendre et va apparemment faire des découvertes intéressantes sur son école. Apparemment, cette école cache pas mal de choses à ses élèves et n'est pas ce qu'elle paraît être. Comme souvent, je n'en sais pas plus sur le roman, je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner puisque j'ai toujours aimé le côté un petit peu télé-réalité qui peut être retravaillé et un petit peu retransformé, surtout quand c'est dans le mauvais sens. Le côté suspense qu'on peut apparemment avoir puisque je ne sais pas quels sont les buts cachés de cette école et ce qu'elle fait réellement. Donc comme le personnage principal, je suis assez curieuse de voir ce que ça va être. Même si je suppose que pour elle ce sera sans doute pas très amusant. Là encore, j'ai pas l'impression que le bouquin a été traduit en français. Je sais qu'une autre trilogie de cet auteur a été traduite puisqu'il s'agit de Birthmarked. C'est pas le cas pour ce bouquin, je sais pas s'il est bien, et s'il est bien, j'espère qu'il sera un jour traduit. Le livre suivant est une nouvelle réécriture de contes dans mes collections. Il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge. On est donc dans une réécriture de La Belle et la Bête. Ici, on suit Nyx qui a apparemment été promise au dirigeant maléfique du royaume dans lequel elle vit. Nyx n'est plutôt pas très contente d'être promise à un homme qu'elle déteste et qui apparemment est plus que mauvais. Elle est forcée de se marier à cet homme suite à un pari qu'a fait son père et qu'il a apparemment perdu. Ce qu'il se passe, c'est que Nyx s'est apparemment entraînée toute sa vie pour tuer ce fameux roi à qui elle n'a pas du tout envie d'être mariée. J'ai vu et lu des avis plutôt divergents pour ce bouquin, puisque certains ont beaucoup aimé et d'autres ont carrément pas du tout aimé et ont même arrêté leur lecture. Je pense surtout à Justine de Fairy Neverland, dont j'ai souvent entendu l'avis et qui n'a apparemment pas du tout aimé ce livre et qui l'a apparemment abandonné. Donc bon, puisque j'ai souvent suivi ses vidéos et que je me suis souvent fiée à ses avis, j'ai un petit peu peur de pas apprécier, et en même temps, d'autres personnes que je suis pas mal, surtout aux États-Unis,
ont beaucoup aimé ces romans, donc je suis curieuse et je vais essayer de pas me laisser influencer. Je vais pas y aller avec de très fortes attentes, histoire de pas être déçue si jamais le bouquin est pas top, et puis comme ça, s'il est génial, j'en serais très contente. En tout cas, j'ai aussi craqué pour la couverture qui est, ma foi, très très jolie. Je sais qu'une suite est sortie cette année. Là encore, j'ai pas trouvé de traduction en français. Peut-être que je me trompe et que je fais pas les bonnes recherches au bon endroit. Si jamais il a été traduit, n'hésitez pas à me le signaler, comme ça je l'indiquerai en barre d'infos si je me suis plantée. Comme toujours, je vous donnerai des nouvelles de ce bouquin quand j'aurai lu. Le prochain livre est aussi une réécriture de conte puisqu'il s'agit de Nameless de Lily Synchro. Ici, on a affaire à une réécriture de Blanche-Neige qui semble se mêler dans un univers à la fois fantastique et plus ou moins mafieux. Mafieux dans le sens où notre héroïne, qui s'appelle cette fois-ci Camille et non Blanche-Neige, a été recueillie par un espèce de parrain d'organisation magique qui semble diriger ce monde-là, l'Ordre des Sept, apparemment. Camille va donc être élevée dans un univers très riche et très luxueux, un univers somme toute différent de sa fortune de départ. D'après le résumé, Camille a l'air d'être assez méfiante vis-à-vis de l'univers qui l'entoure et elle ne révèle ses petits secrets qu'à très peu de personnes et n'a aucune idée de ce qu'était son passé puisqu'elle a été retrouvée bébé. Elle va apparemment faire la rencontre d'un jeune homme qui semble détenir les clés de son passé et qui semble pouvoir lui ouvrir des portes sur ce qu'était apparemment sa vie. Ce livre, j'en ai très peu entendu parler sur les chaînes anglophones et pas du tout sur les chaînes françaises, je pense pas qu'il ait été traduit. Pour le peu d'avis que j'ai lu, la plupart étaient très positifs, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner parce que le côté mafieux versus réécriture de contes me plaît vachement. Le concept est assez cool, je pense. Comme toujours, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai lu. Ce livre, je l'attendais depuis un petit moment puisqu'il s'agit du tout dernier tome d'une saga que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de The Fractured Light d'Amy Kaufman et de Megan Spooner. Encore une fois, je m'excuse pour mon accent, mais Fractured Light, c'est franchement pas facile à dire, surtout quand j'essaye de le faire vite. Je ne vais évidemment pas vous révéler le contenu de ce troisième tome puisque je vous spoilerai les deux premiers. Pour faire un résumé rapide de la saga, en tout cas du premier tome, on se retrouve dans un univers où la conquête spatiale a apparemment beaucoup évolué. Je ne sais pas si c'est notre monde dans plusieurs années ou si c'est un monde totalement différent, mais en tout cas les gens vivent sur différentes planètes. Des vaisseaux spatiaux très perfectionnés ont été créés et permettent de voyager entre ces différentes planètes. Et les planètes inhabitées ou en tout cas hostiles à l'homme sont terraformées au fur et à mesure par des sociétés permettant à l'homme de s'y installer. Dans le tout premier livre, ce qu'on suit, c'est le parcours de deux personnages qui vont se retrouver à bord d'un super vaisseau spatial qui est tout nouveau et qui fait son voyage d'inauguration. Malheureusement, ce voyage d'inauguration va tourner à la catastrophe puisque le vaisseau va être aspiré par une planète et la plupart de ses occupants vont être tués au cours d'un crash. Dans le premier tome, on y suit l'héritière du constructeur de ce fameux vaisseau et un héros de guerre qui vont se retrouver plongés dans un univers assez hostile et qui vont devoir survivre tous les deux. Pour ce qui est de l'histoire, je vous en dirai pas plus. On est clairement dans un univers science-fiction. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait pas mal de suspense et pas mal d'action. Il y avait aussi pas mal de romance pour ceux qui aimeraient ça. Mais j'avais beaucoup aimé, j'avais de base été attirée par les couvertures assez magnifiques de ces livres, puis évidemment par le côté science-fiction que j'affectionne particulièrement. Ici on a donc affaire au troisième tome, qui, ça je peux vous le dire, est rattaché aux deux premiers, mais à son histoire qui lui est bien propre. La couverture est sublimissime je trouve. Si l'histoire vous intéresse, je sais que le premier roman a été traduit en français sous le nom de Vertige, vous pouvez donc retrouver cette histoire si elle vous plaît. Malheureusement, ils n'ont pas repris ces magnifiques couvertures et c'est bien dommage. Enfin, le tout dernier livre en VO que je vous présente, il s'agit de City of Ashes de Cassandra Clare. Il s'agit du deuxième tome de la saga The Mortal Instruments. J'avais commencé à lire le premier tome cette année suite à tous les avis positifs que j'avais entendus sur cette saga et j'aime bien lire les sagas dans le sens où ça dure longtemps, on a plein de tomes et on suit une histoire qui est assez longue mais souvent divertissante. Ici c'est donc le deuxième tome, j'en dévoilerai pas le contenu sinon je spoilerai le premier, même si je pense que la plupart d'entre vous l'avez probablement lu puisque c'est une saga qui n'est pas franchement récente, qui a été assez populaire aux États-Unis et apparemment en France aussi, même si moi j'ai loupé le coche. Pour faire un résumé rapide du premier tome, on suit Clary qui est une jeune adolescente dont la mère disparaît subitement du jour au lendemain et elle va aussi être plongée dans un monde qu'elle ignorait totalement, un espèce de monde parallèle à son univers à elle, où les démons existent et des chasseurs de démons existent aussi. Ici on est donc dans la suite de ses aventures, je pourrais pas vous en dire plus sur le résumé puisque je vous spoilerai sans aucun doute le premier tome et ce serait très dommage si jamais vous ne l'avez pas lu. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, j'avais apprécié le premier tome, même si je l'avais trouvé parfois un petit peu trop enfantin on va dire, dans le sens où les réactions de l'héroïne et des autres personnages me paraissaient parfois un petit peu trop grosses par rapport à l'âge qu'ils ont et ce qu'on leur fait faire. On passe enfin au bouquin en VF et j'espère qu'ils vous intéresseront aussi. Le tout premier que je vous présente c'est La vie inachevée d'Addison Stone d'Adele Griffin. Le bouquin a l'air construit sous forme d'espèce d'interview, d'une espèce de biographie construite par un proche de cette fameuse héroïne, Addison Stone, qui est une artiste new-yorkaise qui a apparemment disparu à un très jeune âge. L'auteur de ce livre, l'auteur fictif, semble avoir fait pas mal d'interviews de ses amis, de sa famille, de ses anciens petits copains, de ses professeurs et ainsi de suite pour retracer pourquoi cette fille est morte et peut-être comment elle est morte.
Je ne sais pas si on a un aspect thriller à l'intérieur, dans le sens où peut-être que quelqu'un, au cours d'une des interviews, va révéler des informations importantes, compromettantes, inédites, ou bien s'il s'agira tout simplement de retracer la vie d'une personne et de donner des leçons de vie, comme le ferait par exemple un roman contemporain. J'admets avoir été plus séduite par le concept du bouquin et son aspect physique que son contenu. J'espère tout de même que je serai pas déçue parce que le bouquin est très joli. Je l'avais rapidement présenté dans mes vidéos sur les raisons pour lesquelles je lis en VO. On a pas mal de dessins, pas mal de photographies, pas mal de peintures. En fait le bouquin est assez interactif et il est très joli. J'espère donc qu'il me plaira. Je vous en dirai des nouvelles. Ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes françaises puisque de toute façon c'est un auteur français et le concept m'a vraiment séduite. Et à force d'en entendre parler, j'ai craqué et je l'ai demandé pour mon anniversaire. Il s'agit de Véridienne, récit du demi-loup par Chloé Chevalier. Je pense que vous en avez entendu parler sur plus d'une chaîne avant moi, je suis vraiment pas la première à le présenter. Il semble s'agir d'un roman fantasy puisque l'histoire évolue dans un royaume apparemment ravagé par une espèce de maladie et une imminente guerre qui va mettre en danger ses sujets. Le concept qui m'a beaucoup plu dans ce bouquin, c'est que pour chaque héritière royale qui naît, une suivante naît le jour suivant. C'est pas répétitif du tout ce que je vous dis. Ce qui se passe, c'est que si une princesse naît, le jour suivant, une autre personne va naître à son tour et sera la suivante de cette héritière royale. Elle va donc devoir l'assister et si jamais l'héritière est mise en danger ou meurt, elle prendra sa place. Une guerre imminente et une maladie menaçant le royaume. J'imagine que cette affaire de suivante va forcément être mise en jeu, dans le sens où, pour l'une des héritières qui est née, deux suivantes sont nées, et ça, c'est pas commun du tout. J'en ai entendu de très bons avis, le roman a l'air assez cool, le concept m'intéresse beaucoup. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, je pense que ce sera une de mes très prochaines lectures. J'espère que ce sera bien, mais franchement, j'ai presque pas de doute sur le sujet. Ce bouquin-là, j'en ai entendu beaucoup parler sur les chaînes françaises et surtout sur les blogs français, j'en ai vu partout des articles sur ce livre. Il s'agit d'Animal par Victor Dixon. Il s'agit là encore d'une réécriture puisqu'il s'agit d'une réécriture du conte de Boucle d'Or. On y suit Blonde qui a 17 ans et qui vit au milieu du 19e siècle. Blonde a apparemment évolué dans un courant, ne connaît rien du passé de ses parents et du sien non plus. On semble lui avoir caché pas mal de choses sur son passé et Blonde est apparemment sujette à des évanouissements très fréquents qui semblent être tout sauf normaux et qui sont peut-être liés à son passé. Blonde va donc décider de s'échapper et de partir à la recherche de son passé et de résoudre les mystères qui l'entourent. J'en sais pas plus sur l'histoire puisque là clairement il s'agit vraiment du résumé du bouquin. J'ai pas voulu en savoir plus, j'ai juste entendu pas mal de très bons avis. Je trouvais la couverture très jolie, hein. Comme d'habitude je suis victime de ma superficialité. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, même si je me méfie un petit peu du style d'écriture de Victor Dixon, qui même s'il est très fluide et souvent très addictif, me semble un petit peu parfois en décalage avec le sujet des romans, comme c'était le cas pour Phobos, où parfois les personnages m'agaçaient un peu, je les trouvais soit trop immatures, soit un petit peu trop radicaux par rapport à leur comportement. Maintenant je vais pas me laisser influencer par ça et je vais découvrir sans trop tarder cette histoire. Un livre dont j'ai particulièrement entendu parler sur les chaînes françaises, il s'agit de The Book of Ivy d'Amy Angel. C'est étrange parce que j'en ai vraiment très peu entendu parler sur les chaînes américaines, ou en tout cas j'y ai pas beaucoup fait attention. Je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes françaises parce que sa couverture est magnifique. Et pour une fois, les éditions françaises ont fait une couverture beaucoup plus jolie que la couverture originale. Elle est vraiment très belle et c'est pour ça que j'ai craqué et que je l'ai réclamée en français. Pour ce qui est du contenu, on se trouve dans un monde toujours plus ou moins post-apocalyptique, on semble être dans une dystopie, j'ai l'impression. Une espèce de guerre nucléaire a ravagé la Terre, il y a eu quelques survivants. Parmi ces survivants, dont l'intrigue se trouve aux États-Unis, un président a été élu par les personnes ayant survécu à cette guerre. Plusieurs familles se sont battues pour avoir ce fameux poste de président, des familles qui apparemment ne s'apprécient pas des masses puisque l'une d'entre elles a perdu, et l'héroïne que l'on suit, Ivy, fait partie d'une des familles qui a perdu ces fameuses élections. Chaque année, pour apparemment assurer l'unité du peuple, les fils et filles des familles ennemies se marient. Ces mariages sont évidemment contraints puisque les fils et filles sont apparemment pas forcément très volontaires pour cela. J'aurais pas forcément envie de me marier à un inconnu, ça je peux le comprendre tout à fait. Ivy a donc été entraînée toute sa vie, que ce soit mentalement ou physiquement, à détester la future personne qu'elle épousera et surtout à le tuer. Donc l'objectif d'Ivy, qui va épouser un homme qu'elle n'aime pas, est de tuer son futur mari. J'en ai entendu pas mal de bien, je sais qu'un deuxième livre est sorti il y a très peu de temps. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner, même si je me doute déjà de ce que l'histoire va franchement donner et des retournements de situation qu'on va sans doute avoir. C'est un schéma qu'on a un petit peu tendance à retrouver dans les bouquins jeunes adultes, j'en ai l'impression. Maintenant, ça n'empêche pas que ce sera sans doute un très bon divertissement, et puis pas mal de gens sont assez satisfaits de l'histoire. Pour terminer ce book haul, 2 BD. La première est Sans issue, bienvenue à Christmasland de Joe Hill et Charles Paul Winston 3. Clairement, j'ai été très intéressée par le concept, dans le sens où elle a l'air d'être assez glauque et même carrément macabre. Des enfants sont apparemment enlevés à leurs parents, déjà ça commence bien, pour apparemment être emmenés dans un univers soi-disant féerique et magique, Christmasland, où ils sont apparemment entraînés, on leur lave le cerveau et on les transforme en tueurs sanguinaires. C'est mignon, hein?
Je suppose que des visiteurs vont entrer dans ce fameux univers sans se douter de ce qui va leur arriver et que ces fameux enfants vont essayer de s'en prendre à eux. Ça a l'air d'être assez glauque, je trouve pas les dessins très jolis franchement, hein. Ils sont même carrément flippants je trouve. Les dents de ces enfants m'évoquent vaguement l'étrange de Noël de Monsieur Jack, je crois que c'est leurs dents. Les dessins se veulent volontairement très effrayants et franchement ça marche assez bien. J'ai feuilleté les premières pages de cette BD en librairie et l'histoire avait l'air plutôt bien faite. Et le texte glaçant dès les premières bulles. J'ai pas tellement l'habitude de lire des BD, c'est pas forcément ce que je lis le plus, même si honnêtement j'ai rien contre, j'aime plutôt ça, mais j'ai pas l'habitude d'en acheter ni d'en lire. Je vais lire ça je pense assez rapidement, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais ce sera fait c'est sûr. Et le tout dernier livre et la toute dernière BD que je vous présente dans cet énorme book haul, il s'agit d'Injustice, les dieux sont parmi nous. J'ai entendu parler de cette BD sur une chaîne, je ne sais plus du tout laquelle, je vais essayer de retrouver, et si je la retrouve je vous l'indiquerai sur la vidéo. La BD est apparemment tirée du jeu vidéo Gods Among Us qui est sorti au cours des dernières années et l'univers a apparemment tellement plu qu'une BD en a été faite. Alors même si j'aime bien les super-héros et les comics en général, j'en lis très peu. Les films de super-héros me plaisent pas tous, par exemple, je pense que je ferai pas l'unanimité, mais je déteste Iron Man, il m'agace, je le supporte pas. Je déteste Thor, la fille horrible en fait qui lit des BD, tu sais pas pourquoi. Mais bon, ici le concept me paraissait franchement très chouette puisqu'apparemment certains héros ont très mal tourné et ont été complètement transformés par le méchant Joker qui les a manipulés. Le super méchant de cette histoire est un ancien super gentil, puisque manipulé par le Joker, il va tuer la mère de son futur enfant à naître, Lois Lane. Il va, semble-t-il, selon les premières pages de la BD, créer une espèce de dictature et manipuler le monde entier. Contre lui, une rébellion va se former, menée par Batman. Du coup, j'aime beaucoup le concept, le fait que des super-héros aient mal tourné, que d'autres super-héros essayent de rétablir le bien parce que c'est leur rôle, mais ils ont sans doute certaines failles, puisque c'est ce qu'a l'air d'apporter la BD. Au-delà de ça, les illustrations sont très jolies, les couleurs sont magnifiques, c'est ce que j'aime aussi dans les BD, c'est quand même un super travail d'édition, de dessin, c'est en général très beau. Vous voyez, là apparemment on a un Superman plutôt très sympa qui se la joue vraiment maître surpuissant, et un Batman un petit peu triste de voir cette situation. J'ai pas trop envie de vous en montrer plus dans le sens où ouvrir une BD au milieu, on va forcément spoiler puisque c'est très visuel, donc on peut se douter de tout ce qui se passe, donc ce serait très con. Voilà, j'ai commencé à la lire, pour le moment j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi c'est que l'auteur a fait un espèce de rappel au tout début du livre avec le visage des principaux héros de ces comics et un petit résumé de leur passé et en tout cas de leur identité, ce que je trouve très chouette puisque moi, vu que je suis pas une très grande connaisseuse, ça va me servir pour comprendre certaines subtilités du livre, même si j'imagine que quand on en connaît réellement l'histoire, on l'apprécie davantage. Vous voyez, on nous présente par exemple ici les vilains de l'histoire, enfin en tout cas les supposés vilains de base, hein. Alors j'en connais certains, hein, puisque quand même j'ai vu des films et ainsi de suite. Et ici, nos héros traditionnels, des BD, des comics qu'on connaît d'habitude. Voilà, donc je suis très impatiente de continuer cette histoire, de lire les prochaines BD puisqu'il y en a 4 au total qui sont sorties pour le moment. Je sais pas s'il y en aura d'autres, et puis j'espère surtout que j'aimerai celle-ci jusqu'au bout. Vous le savez pas encore, mais moi je me rends compte que je vais avoir un montage monstre à faire puisque là j'ai enregistré pour beaucoup trop longtemps de vidéos. En tout cas j'espère que je vous ai pas trop lassé, que c'était assez intéressant à regarder, que j'ai pu vous tenter avec certaines lectures si possible, et si vous les avez aimées, si vous les connaissez, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse toujours. En attendant, je vous dis à très bientôt, sans doute pour un update lecture. Je vous souhaite de passer une très belle année 2016 et je vous retrouve très bientôt. Salut! C'est ce qui s'appelle un massacre.